Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine en route pour demain vous parle avion autonome. Nous sommes notamment rendus à Toulouse pour découvrir le démonstrateur d'Airbus, un A350 dédié à ce projet. Allez, on décolle pour 25 minutes d'émission spéciale sur BFM Business et Tech & Co. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Après la voiture autonome dont on vous parle souvent ici dans Route pour demain, eh bien l'avion autonome, et le parallèle est un peu facile puisque tout comme les voitures se déplaceront peut-être demain dans certaines circonstances sans avoir un chauffeur qui tient le volant, eh bien les avions aussi pourraient se déplacer, voler sans pilote. Bonjour Essia Lacroix. Bonjour Pauline. Journaliste BFM Business. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un avion autonome ? Alors, si on veut définir le plus simplement possible un avion autonome, on peut dire qu'il s'agit d'un avion qui peut fonctionner sans aucune intervention humaine. Donc, il peut modifier seul son itinéraire, mais aussi trouver une piste d'atterrissage et atterrir totalement seul. Mais alors, c'est quoi la différence avec le pilotage automatique qu'on a aujourd'hui déjà dans les avions de ligne ? En fait, aujourd'hui, le pilote automatique, il peut être activé pendant tout le vol, de A à Z, s'il n'y a aucune modification du plan de vol. Donc, il maintient les paramètres de vitesse, d'altitude et de direction qu'on lui a donnés. Dans l'avion autonome, c'est différent. La machine est elle-même capable de réfléchir, entre guillemets, pour proposer la meilleure solution possible au pilote, ou en cas d'urgence, elle peut même prendre des décisions seule pour, par exemple, dérouter l'avion et le faire atterrir de force entre guillemets aussi, par exemple. Donc les avions autonomes qui sont en développement aujourd'hui, ils sont équipés d'énormément de technologies très avancées. Il y a des capteurs, des caméras infrarouges, des systèmes de navigation GPS, des algorithmes de contrôle de vol, des systèmes de reconnaissance de terrain et des technologies de communication. Bref, plein de technologies très sophistiquées, Pauline. Mais alors, tu nous parles d'avions en développement. Quelles sont les entreprises qui travaillent sur cet avion autonome ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises et d'organisations qui réfléchissent très sérieusement à l'avion autonome, surtout les grands constructeurs aéronautiques, vous imaginez bien, comme Boeing, Dassault Aviation, Airbus, d'ailleurs Airbus qui est très très avancé sur cette technologie avec leur démonstrateur Dragonfly qu'on va voir tout à l'heure dans l'émission. Mais il y a aussi des entreprises plus petites qui présentent leur vision de l'avion autonome. Et je me fais un petit plaisir, j'avoue, aujourd'hui, Pauline, j'avais envie de vous montrer ces images d'une start-up américaine. Elle s'appelle X-Wing. Elle a déjà effectué plusieurs tests de vol entièrement autonomes à bord de ce Cessna 208B Caravane modifié. Alors on voit les images derrière pour nous, nos auditeurs qui nous écoutent en radio. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans un tout petit coucou. On n'est pas dans un avion de ligne. C'est un petit avion. On est très loin des vols commerciaux, comme vous l'avez dit. Mais c'est assez impressionnant parce que pour le coup, le vol, il est complètement autonome du roulage avant le décollage jusqu'à l'atterrissage et même au retour au hangar. Toutes ces phases, elles sont gérées par des intelligences artificielles. Et bien sûr, comme vous le voyez aussi sur les images, il y a quand même quelqu'un dans l'avion pour surveiller que tout se passe bien, mais il ne touche à rien du tout. Merci beaucoup, Essia. Bon, tu restes avec nous, on reste avec toi puisqu'on part tout de suite à Toulouse. Tu t'es rendu chez Airbus, plutôt chez Airbus Up Next. C'est la division qui développe ce projet pour l'avionneur européen. Reportage. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Aujourd'hui, on est à Toulouse chez Airbus et on va visiter cet avion. C'est un Airbus A350 000, mais ce n'est pas un avion comme les autres. C'est un avion test équipé de plein de capteurs et du système Dragonfly. Le système Dragonfly est développé par Airbus Up Next. C'est la filiale d'Airbus dédiée aux innovations technologiques. En cas d'urgence, il va permettre à l'avion de dérouter et d'atterrir en toute autonomie sans aucune intervention humaine. On va aller voir ça. S'inspirant des voitures autonomes, Airbus fait un pas de plus vers l'avion autonome. Dragonfly, c'est un nouvel outil qui permettrait d'assurer en toute autonomie une meilleure efficacité de plusieurs opérations de pilotage complexes. Philippe Foucault, ingénieur navigant d'essai. On est en vol, tranquille en croisière, on va avoir un moteur qui va s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait quand le moteur s'éteint? Quelle trajectoire on va prendre pour aller à quel endroit? Et Dragonfly, typiquement, c'est un outil qui permet de proposer des solutions. Des solutions qui ont été validées par des logiciels extrêmement sophistiqués qui vont prendre en compte un ensemble d'éléments sur l'environnement, la météorologie, les conditions aux différents terrains possibles d'atterrissage et qui vont permettre de proposer aux pilotes la meilleure solution ou les meilleures solutions
aux pilotes ensuite de décider laquelle ils vont choisir. Dragonfly peut aussi agir sans l'intervention d'un pilote. Lors d'un vol de démonstration entre Limoges et Lyon, le démonstrateur a permis à cet Airbus A350 d'informer le trafic aérien de l'incapacité du pilote grâce à une voie synthétique, de changer de trajectoire et de se poser en toute autonomie à Toulouse. Sylvain Guiraud, pilote d'essai chez Airbus. Et on a positionné l'avion comme si on était en croisière entre deux aéroports. À partir de ce moment-là, c'est le système qui a pris les commandes, entre guillemets. Et mon rôle à moi, c'était de continuer à surveiller, de continuer à voir que tout se passait bien, de coordonner avec les contrôleurs. Donc c'est la concrétisation en fait de tout le travail qui a été fait en réunion, au simulateur. Et donc on passe dans l'avion pour mettre à l'épreuve le système qu'on a imaginé dans la vraie vie, quoi. L'atterrissage autonome est aussi possible grâce à des capteurs et des caméras qui ont été ajoutés sur cet avion test. Juliette Charpentier, ingénieure en traitement d'images. On a présupposé qu'on allait pouvoir utiliser des senseurs de vision, donc d'utiliser des caméras qu'on a disposées sur le nez de l'avion pour pouvoir atterrir dans toutes conditions. Donc on va mettre en place des algorithmes de traitement d'images qui vont détecter la piste d'atterrissage. On a disposé de plusieurs types de caméras, des caméras qui voient dans le visible et des caméras qui voient dans l'infrarouge, qui vont nous permettre de voir quand les conditions météo sont dégradées. Et donc nous, on essaye de faire aussi bien qu'un pilote, et donc d'être capable, dans ces conditions-là, de voir où est-ce qu'on essaye d'atterrir et d'aider à guider l'avion pour l'atterrissage. L'objectif principal du système Dragonfly est d'améliorer la sécurité à bord des avions, mais pourrait aussi permettre aux compagnies aériennes de faire quelques économies de carburant. Isabelle Lacaze, responsable du démonstrateur Dragonfly. Les fonctions de Dragonfly, côté déroutement automatique, c'est peut-être pas la première fonction qui est visée, c'est avant tout la sécurité du vol, pouvoir amener l'avion au sol. Dans le cadre des opérations aéroportuaires, c'est une assistance au pilotage pour les pilotes. Pour autant, on pourrait imaginer qu'entre les fonctions de gestion de la vitesse, notamment, on pourrait amener plus de souplesse sur la gestion moteur et potentiellement quelques impacts en termes d'économie fuel. Selon Airbus UpNext, le démonstrateur Dragonfly sera finalisé vers fin avril 2023. En route pour demain, l'invité. Allez, on poursuit notre voyage technologique avec nos invités. Isabelle Lacaze, bienvenue. On Bonjour. vous a vu à l'instant dans le reportage, vous êtes directrice du programme Dragonfly chez Airbus UpNext. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Et à vos côtés, Julien Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert énergie, utilities et transport chez Wavestone. Donc merci aussi d'être avec nous cette semaine. Isabelle, on a plein de questions parce que c'est vrai qu'entre le reportage d'Essia, le vol test, on se dit pourquoi Airbus est passé du pilotage automatique classique à d'un coup cet avion autonome. Alors, je voudrais quand même revenir sur le reportage en lui-même. Airbus et ce démonstrateur en particulier, on travaille vraiment sur des assistances au pilotage. Donc on parle vraiment de cockpit conventionnel avec 2 pilotes à bord. Et l'idée, c'est plutôt de développer un certain nombre, on va dire, d'assistance au pilotage pour leur faciliter la tâche. D'une part, pendant les phases de taxi, qui sont des phases très chargées, et d'autre part, sur des opérations un peu délicates qui sont des déroutements. Donc, comment assister les pilotes dans ces phases-là? Donc, on est loin du vol autonome qui ont pu être montrés sur d'autres porteurs beaucoup plus légers. Justement, le parallèle, je trouve, se fait très bien avec la voiture autonome où finalement on imagine la voiture qui ferait tout toute seule sans même personne à bord. Et puis aujourd'hui, les aides à la conduite de plus en plus sophistiquées qui doivent assister le conducteur. Là, pour les pilotes, c'est la même chose. En termes de capteurs, du coup, qu'est-ce qu'on met sur cet avion? On a des caméras, on a des lidars, c'est comme dans l'automobile? Si on veut vraiment faire jusqu'au bout le pendant avec le domaine automobile, j'aurais tendance à citer la phase de taxi sur laquelle on a développé un certain nombre d'assistances. Donc l'idée, c'est un petit peu comme dans le domaine automobile où en fait le conducteur a sa carte GPS pour se situer. Donc là, de la même manière, dans le cadre de ce démonstrateur, on a développé une carte aéroportuaire et on sait dire exactement au pilote la trajectoire qu'il peut suivre en fonction des autorisations données par le contrôle aérien. Donc ça nécessite de la reconnaissance vocale. On sait reconnaître ce qui est dit par le contrôle aérien et on sait l'interpréter pour le transcrire en termes de route sur cette navigation aéroportuaire. D'autre part, en fait, on a développé aussi des assistances sur la gestion de la poussée moteur et du freinage pour maintenir la vitesse tout au long du cheminement sur les taxiways.
maintenir l'axe du taxiway, l'axe central. Donc pour ça, ça nécessite des caméras, effectivement, visuels de caméras. Et quitte à avoir des caméras, on a développé aussi un certain nombre d'assistances de surveillance, on va dire, pour éviter des collisions. Collisions, par exemple, dans les phases de parking. Il peut y avoir des collisions avec les ailes des avions, avec peut-être des véhicules de refueling qui sont autour de l'avion. Donc cette possibilité de voir avec les yeux de nos caméras permet de situer les risques. Et puis voilà, un certain nombre d'assistances basées donc sur de la vision et traitement d'image. C'est une étape si difficile, le taxi, parce que c'est vrai que quand on est juste passager de l'avion, on se dit bon bah on roule et puis on arrive sur la piste et c'est là que les choses compliquées démarrent. Mais là finalement, quand on vous écoute, le taxi, ça a l'air d'être un vrai sujet. C'est un petit peu comme sur la route en fait. Quand on est en l'air, à la limite, on est un petit peu tout seul dans les airs. Enfin, il n'y a pas une congestion forte du trafic. Et à partir du moment où l'avion se pose, les pilotes sont très vite projetés sur ces problèmes de ne pas interrompre le trafic au niveau de la zone aéroportuaire et donc d'arriver à suivre correctement les intentions demandées par le contrôle aérien sans se tromper jusqu'à arriver jusqu'à la gate, jusqu'au parking. Julien Joly, on le voit, donc on a un avionneur qui travaille sur ce sujet, un avionneur majeur, c'est Airbus. C'est quoi le point de vue des compagnies? Elles attendent ces technologies, l'arrivée de ces technologies, qu'est-ce qu'elles peuvent y gagner? Moi, je vois trois intérêts principaux, en tout cas, à cette technologie-là. Le premier, c'est, on l'a dit, Isabelle l'a dit, mais c'est améliorer la sécurité des vols. La sécurité, ça reste, en tout cas, la difficulté principale des compagnies. Elles veulent, en tout cas, que la sécurité soit optimale. Donc, on l'a vu, les technologies vont permettre de décharger les pilotes pendant certaines phases de vol et d'améliorer la sécurité. On peut imaginer en cas de défaillance d'un pilote, on l'a vu, il y a eu un incident de la compagnie Helios où les pilotes s'étaient évanouis. Là, l'avion sera capable d'atterrir et ramener, se dérouter vers l'aéroport le plus proche et atterrir en toute sécurité. La deuxième intérêt que je vois, c'est un gain économique, bien sûr, pour les compagnies aériennes. Alors, les pilotes resteront dans l'avion dans un premier temps, mais on peut imaginer qu'un terme, comme on était passé dans les années 80 de 3 à 2 pilotes, on passe de 2 à 1 pilote, qui pourrait, on estime, les compagnies pourraient gagner jusqu'à 10 milliards d'euros sur ce poste de dépenses. Et puis le troisième intérêt que je vois, on annonce une pénurie de pilotes dans les 10 années à venir, et du coup ça pourrait être aussi, ces technologies-là, ça permettrait de pallier en tout cas cette pénurie de pilotes annoncée. Est-ce qu'en termes économiques et en termes surtout de métier, est-ce qu'on peut enlever un pilote d'un avion comme ça dans les années à venir? Alors dans les années à venir, non. Les pilotes ont un vrai intérêt dans l'avion. Je ne pense pas que juste avec une technologie telle que celle-ci, par exemple le pilote Sully aurait pu atterrir sur l'Hudson. Les pilotes ont un vrai savoir-faire et il y a des choses que la machine ne sait pas faire. Donc on a toujours besoin de ces pilotes, mais une fois de plus, on va venir améliorer la sécurité avec ces nouvelles technologies. Et on faisait le parallèle avec l'automobile. On voit aujourd'hui, il y a des aides à la conduite qui apparaissent. Il en est de même sur l'avion. On peut améliorer la sécurité avec ces technologies. Isabelle, vous travaillez justement avec des pilotes d'essai. Comment ils voient cette technologie? Oui, donc effectivement, toutes les fonctions qui sont développées au sein de Airbus sont toujours travaillées avec déjà en tête des cockpits opérés à 2 pilotes. Hein. Donc ils sont partie prenante dans l'exercice de design, d'architecture de la fonction, de la solution. Et les pilotes sont vraiment au centre. Donc ce qu'on cherche à développer lorsqu'on développe des assistances comme celle qu'on fait sur Dragonfly, c'est à chaque fois se poser la question, quelle est la charge de pilote qu'on va essayer d'adresser et comment ça va être vraiment la meilleure collaboration possible et in fine entre l'automatisme et le pilote. L'idée, c'est d'être à la fin, avoir un cran de sécurité supplémentaire, au sens safety, pour les produits avions. Pour Airbus, c'est quelque chose d'hyper important et donc c'est pour ça qu'on mise énormément sur la recherche, de manière à faire progresser tant et plus ce niveau de sécurité. On pourrait imaginer 2 pilotes, mais finalement un pilote qui dort et un autre qui pilote avec les assistances d'aide à la conduite. Et puis on se pose et on fait le refuel et hop, on repart 1 heure, 2 heures plus tard et on inverse, l'autre va dormir et le pilote qui dormait à l'aller fait le retour, ou c'est vraiment de la science-fiction? En tout cas, ça ne fait pas partie des scénarios qu'on étudie dans le cadre de Dragonfly. Donc là, on se focalise vraiment sur ces parties d'automatisme pour ces 2 fonctionnalités, le taxi d'une part et le déroutement d'autre part.
On en parlait, une voiture autonome, elle détecte son environnement, comme l'avion, vous l'expliquiez sur la piste. On voit que les voitures, elles ne sont pas capables de tout détecter. Il y a des choses où c'est encore assez compliqué. C'est quoi pour vous ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans le développement de Dragonfly, les technologies où là, il va encore falloir travailler, ou peut-être on n'a pas encore la caméra ou le capteur tout à fait au point pour qu'il puisse réaliser la tâche que vous lui demandez? Je pense que l'idée en fait déjà du démonstrateur, c'est vraiment d'explorer le champ des possibles avec les nouvelles technologies. Donc, comme j'ai dit, le traitement d'image, la reconnaissance vocale, des algorithmes d'aide à la décision. Donc, on essaye vraiment d'aller explorer ça, d'aller les mettre en vol à travers notre avion DC-350. La redondance peut-être aussi entre les différents systèmes? Les redondances au niveau des différents systèmes. Donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut arriver à atteindre grâce à cette technologie. Pour autant, pour aller après sur un produit mis en service, la route est encore très longue. Nous, déjà, au niveau Dragonfly, ce n'est pas encore finalisé le projet, donc on a encore quelques mois devant nous pour terminer de mettre à profit le démonstrateur et de regarder ce que ça veut dire. Et derrière, on dira à Airbus, en fait, quelles sont nos recommandations en termes de prochaine étape de maturation. Et après, on pourra penser à un développement. Si Airbus est convaincu qu'in fine, il y a vraiment une valeur à ces fonctions-là, au sens sécurité ou au sens amélioration des opérations. Et en parlant de prochaines étapes, quelles sont les prochaines étapes là jusqu'à... Enfin, on le disait dans le reportage, donc le démonstrateur est censé être prêt fin avril. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? D'ici là, on imagine d'avoir une démonstration vraiment où on intègre toutes les fonctionnalités. Donc jusque-là, on a volé au deuxième semestre 2022. Entre autres, on a eu un vol où on a activé pour la première fois la fonction automatique de déroutement jusqu'au sol. Donc ça a été joué. L'idée de la dernière séquence qu'on veut jouer, on va dire, sur avril, c'est vraiment d'intégrer toutes ces fonctionnalités ensemble et d'aller explorer peut-être des scénarios un peu plus complexes pour en tirer pleinement crédit dans nos conclusions. Julien, justement, Isabelle en parlait à l'instant, la sécurité, c'est vraiment le but du développement de ce type de technologie. Est-ce que ça veut dire que derrière, on va peut-être changer la certification, la manière dont on certifie les avions? Est-ce qu'il va falloir aussi peut-être changer le code de la route aérien, comme on l'imagine parfois avec une plus basse altitude avec les taxis volants? Parce que là, avec les avions équipés d'aide au pilotage, il faudra faire évoluer cette réglementation? Oui, tout à fait. Je pense que c'est des briques technologiques, en tout cas, qu'on développe, que Airbus développe, comme l'a dit Isabelle, qui vont être intégrées progressivement sur les avions de ligne pour améliorer la sécurité. Et bien sûr, il va falloir faire évoluer la réglementation. Le frein, il n'est pas tant technologique, il est aujourd'hui réglementaire et culturel. Il va falloir transformer, certifier ces nouvelles technologies et aussi que les gens acceptent aussi ces nouvelles technologies. Et là, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ces nouvelles technologies auprès des voyageurs. Justement, les gens acceptent. On sait que c'est l'un potentiellement ça peut être un grand frein si les gens ne veulent pas monter dans ces avions. On en est où justement de cette acceptation du public potentiellement vis-à-vis de ces technologies d'aide au pilotage? Je pense que déjà, il faut rassurer les voyageurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 90% du temps de vol qui est fait grâce à des technologies, ou en tout cas avec l'aide de la technologie. On pense au pilotage automatique, donc ça, je pense qu'il faut le rappeler. Et puis, une fois de plus, la technologie est là pour améliorer la sécurité des vols. Et on l'a dit, les pilotes resteront dans l'avion. Il y a un chiffre qui est assez intéressant, il y a une étude qui est sortie, il y a 7 passagers sur 10 qui seraient prêts à monter au cours de leur vie dans un avion autonome. Et dans la même étude, ils posent la question, est-ce que vous seriez prêt à monter tout de suite dans un avion autonome? Et là, la statistique descend à 1 sur 10, donc ça montre qu'il y a encore une marge quand même d'acculturation et de pédagogie à faire autour de ces nouvelles technologies. Les gens sont d'accord pour, au cours de leur vie, quand c'est pas maintenant... La techno sera éprouvée voilà, vraiment pas avec maintenant, tous les mais tests. peut-être un jour. Non, mais c'est encourageant finalement, je pense, pour vous, Isabelle, de vous dire que finalement, la technologie ne fait pas peur et est plutôt même source d'engouement du public. Après, la technologie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je dirais que l'aviation a une centaine d'années. Je pense qu'on est parti avec des taux d'accidents très élevés. Si je cite l'Aéropostale, on avait peut-être 10 accidents par semaine. Maintenant, en fait, grâce à l'évolution d'une part de la formation des pilotes et d'autre part des systèmes avions, enfin l'avion global et puis ces systèmes, entre autres avec l'introduction des commandes de vol, en fait, on a pu développer tout un champ de possibles en termes de filets de sécurité qui travaillent main dans la main avec le pilote. Donc les technologies, ce n'est pas simplement Dragonfly en tant que tel, c'est vraiment tout ce qu'on a pu implémenter qui amène vraiment le niveau de sécurité qu'on a aujourd'hui, en fait. Et on continue d'investir pour aller encore plus loin.
Justement, bon là, le démonstrateur, c'est un A350, hein, c'est un Oui. avion de dernière génération. Est-ce que cette technologie-là, ou ces différentes briques technologiques, on pourra demain les réinstaller sur les flottes qui sont déjà en vol, en service aujourd'hui? L'objectif dans nos conclusions, en tout cas, c'est d'être agnostique de la plateforme sur laquelle on a fait ces fonctions-là, donc de pouvoir l'implémenter sur des flottes existantes. En tout cas, ça fait partie de nos hypothèses de travail. Après, les décisions appartiendront à Airbus là-dessus, quoi. Bien sûr. En termes environnementaux, est-ce qu'il y a des gains justement parce que l'avion va peut-être proposer une solution avec un trajet plus court, avec peut-être du taxi justement plus efficient, plus souple? Vous avez mesuré un peu ça, le potentiel en gain en termes de carburant, en termes d'émissions de CO2? Je sais que c'est un gros sujet dans l'aérien ces derniers temps. Donc pour Airbus, il y a pas mal de projets de recherche. Airbus se mise beaucoup sur les travaux pour améliorer ce qu'on appelle la route au zéro émission d'ici 2050. Dans le cadre de ce démonstrateur, vraiment, l'investissement Airbus est par rapport à l'exploratoire sur des technos, par rapport à des assistances de pilotage. Donc c'est vraiment pas la cible première. Il y a d'autres travaux à couvrir. Et dans ce cadre-là, en fait, si je cite les fonctions qu'on veut développer dans la phase de taxi, clairement, ça va amener pour nous une valeur ajoutée par rapport à l'efficacité des opérations aéroportuaires, sécurité, mais peut-être qu'un effet indirect et effectivement l'optimisation de la gestion de la poussée moteur et donc, in fine, du gain carburant. Julien, je sens que vous aviez envie de réagir sur le côté environnemental de cette technologie. Oui, tout à fait. Enfin, Isabelle l'a dit, on peut imaginer quelques pourcentages d'économie, en tout cas de carburant, avec une utilisation efficiente des moteurs. C'est comme sur votre voiture, quand vous avez une boîte automatique, vous êtes moins gourmand sur l'accélérateur et votre voiture consomme un petit peu moins. Et également en vol, il pourrait y avoir quelques gains avec l'avion. Je pourrais choisir les meilleures trajectoires, en tout cas pour gagner quelques pourcentages de kérosène également. Et puis on l'a dit, mais sur toutes les phases de taxi, c'est des phases qu'on peut optimiser le roulage, adopter les trajectoires les plus directes et on peut imaginer quelques gains à la clé également. Essia parlait calendrier tout à l'heure du démonstrateur Dragonfly. Si on se projette un peu plus loin, un avion avec des fonctions de pilotage automatique, peut-être pas tout, mais les premières briques concrètes, votre horizon de temps, c'est quoi? 2025, 2030, un peu plus tard? Encore une fois, le démonstrateur est là pour tester, explorer des horizons. Vous avez posé la question du niveau de maturité, ce qu'on peut imaginer derrière. Je pense que tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle est encore énorme en termes de travaux de maturation. Donc il y a déjà être persuadé qu'on a le bon niveau de robustesse et au-delà du fait d'avoir vraiment un gain, il y a aussi le bon niveau de robustesse de ces fonctions et derrière ça mènera certainement des évolutions des réglementations aériennes. Donc autant dire que ça prendra un grand horizon de temps. Et aussi la formation des pilotes, j'imagine. Tout à fait. Ça, vous commencez déjà à travailler aussi en parallèle avec justement vos pilotes tests pour voir ce qu'il va falloir faire évoluer dans leur formation Je pense que ce n'est pas l'enjeu numéro un. L'enjeu numéro un, c'est d'arriver à apporter l'assistance qui va bien, de la manière la plus implicite possible, qui fait qu'il n'y a pas trop de formation à couvrir, mais ça fait partie de tout ce qu'on travaille actuellement. Julien Joly, c'est dans les enjeux de l'aérien aujourd'hui, on sait que il y a la question un petit peu toujours de se dire est-ce qu'on va pouvoir continuer à voler autant, même si on a l'impression que les chiffres de redémarrage du secteur sont plutôt assez impressionnants ces derniers mois. Ça pourrait permettre justement de se dire finalement voyage plus efficient, voyage plus sécuritaire, donc ramener peut-être un certain public vers l'aérien, ce type de technologie? Alors on a parlé des gains, je pense qu'ils sont assez marginaux et ce n'est pas là le plus gros intérêt de ces technologies, qui reste, on le rappelle, la sécurité. Mais vous l'avez dit, le transport aérien revient en tout cas à son niveau d'avant-crise en 2023 et on reprojette de la croissance dès la fin 2023 et dès 2024. Et on voit dans les attentes des voyageurs que la question environnementale est quand même au cœur des attentes. Donc ces technologies et d'autres sur l'avion, les biocarburants, l'avion hydrogène, peut-être dans un futur plus lointain, seront des arguments, bien sûr, pour faire revenir les voyageurs dans les avions. Et en tout cas, répondre à cette problématique environnementale. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, Essia, d'avoir été avec nous aussi pour cette spéciale. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et Tech & Co. Et on se retrouve la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.